Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la toute nouvelle Lancia Ypsilon 100% électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Placé sous respirateur artificiel depuis quelques années, ne vendant plus qu'un seul modèle, l'Ypsilon de génération précédente dans un seul pays, le sien, l'Italie, la marque Lancia est aujourd'hui relancée par le groupe Stellantis avec un nouveau modèle, l'Ypsilon de nouvelle génération que j'essaye cette semaine pour vous, et puis deux autres modèles qui sont déjà annoncés, la Delta et la Gamma. Bon, économie d'échelle oblige au sein du groupe Stellantis. On remarquera certainement de profil que cette nouvelle Ypsilon qui se veut premium a pourtant de gros airs de ressemblance avec ses cousines de chez Opel et Peugeot, à savoir la Corsa et la 208. Mais passons, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, ce sont les quatre piliers, les quatre thématiques sur lesquelles cette voiture repose, selon la marque Lancia, à savoir la conduite, la technologie, l'élégance et évidemment l'électrification. Alors quels sont les atouts mais également les faiblesses de cette citadine chic Made in Italy, ou plutôt Made in Spain, puisqu'elle est construite aux côtés des Corsa et 208 à Saragosse en Espagne, voilà qui ne doit pas plaire à Giorgia. Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une journée, mais pendant une semaine complète. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent forcément dans cet essai. Vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans une semaine. Je prendrai pour vous le volant d'une nouveauté de chez Audi. Bah oui, ça fait quelques mois qu'il n'y a rien qui se passe chez Audi. Et là, coup sur coup, on va avoir droit à un SUV et puis une berline. Le SUV, ce sera donc l'Audi Q6 e-tron, cousin technique du nouveau Porsche Macan. J'en prendrai le volant donc pendant une semaine et vous saurez tout au terme de cette semaine d'essai. Rendez-vous donc dans quelques jours, dans une semaine sur Charging Station. Avant ça, il y aura bien sûr le premier trajet de ce Audi Q6 e-tron à ne pas manquer évidemment également sur Charging Station. Allez, c'est parti, on parle maintenant de cette Lancia Ypsilon. À l'extérieur, on l'a dit, cette Ypsilon ne peut nier une certaine ressemblance avec ses cousines de chez Opel et de chez Peugeot, et pour tenter de gommer tout ça, elle compte sur un style particulièrement singulier. À l'avant, la calandre rappelle la calandre historique de Lancia, le caliche, ce qui la rend d'ailleurs reconnaissable de loin. Clin d'œil aussi à l'arrière avec ses feux ronds qui rappellent inévitablement une autre icône de la marque, la Stratos. Il y a pire comme référence. Pour le reste, on note des phares assez exposés au choc, mais cette disposition plus bas que la signature LED dans les pare-chocs est, paraît-il, tendance. On a aussi un petit logo élégamment posé à l'arrière des deux côtés et puis les poignées d'ouverture des portières arrière dissimulées juste à côté pour lui donner des petits airs de 3 portes tout en offrant la praticité d'une 5 portes. Les jantes, ce sont des 17 pouces sur les deux finitions supérieures, 16 pouces sur la finition de base. Au niveau de ses dimensions, cette nouvelle Ypsilon tranche radicalement avec celle qu'elle remplace puisqu'elle est plus grande de 24 cm, sa longueur 4,08 m, sa largeur 1,76 m, sa hauteur 1,44 m et son empattement, distance entre les roues avant et les roues arrière, 2,54 m. Tout ça, qu'est-ce que ça donne en termes d'habitabilité? Eh bien, on ira faire un petit tour à l'intérieur et notamment à l'arrière dans un instant. Et vous, que pensez-vous du style extérieur de cette nouvelle Lancia Ypsilon? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Techniquement, rien de neuf sous le capot de cette Ypsilon 100% électrique avec un moteur qu'on connaît bien, une solution technique qu'on connaît bien puisque c'est la même qu'on retrouve sous le capot de ses cousines techniques, à savoir un moteur synchrone à aimant permanent. On est toujours sur la plateforme multi-énergie de Stellantis, moteur synchrone à aimant permanent qui propose 115 kW de puissance, c'est-à-dire 156 chevaux. On a un couple de 260 Nm et un 0 à 100 qui est abattu en 8 secondes et 2 dixièmes. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 150 km/h. Vous voulez plus de puissance, même si on verra sur la route dans un instant que celle-ci dispose déjà d'une puissance largement suffisante. Mais si vous en voulez plus, eh bien rendez-vous en 2025 avec une version HF qui sera proposée et 240 chevaux. La batterie haute tension qui équipe cette Lancia Ypsilon, elle aussi,
elle est connue, elle est bien sûr logée sous le plancher, entre les 4 roues, et elle est de type NMC, nickel, manganèse, cobalt. En termes d'autonomie, c'est la version de base, un peu plus légère, qui proposera la meilleure autonomie, c'est-à-dire 403 km sur une seule charge en norme WLTP. Ce sera un tout petit peu moins, 397 pour les 2 finitions supérieures, dont cette finition intermédiaire LX. Alors la pompe à chaleur est disponible dans cette voiture, mais attention, ce sera une option sur toutes les finitions, et ça c'est un petit peu mesquin, puisqu'on sait que la pompe à chaleur c'est un équipement qui est très utile, qui va permettre de tirer la consommation vers le bas durant la saison la plus stressante pour la voiture et sa batterie, c'est-à-dire la saison froide. C'est donc un équipement que vous êtes presque obligé d'aller cocher dans la liste des options. Pourquoi dès lors ne pas proposer ça de série? Les joies du marketing. Pour recharger la batterie de cette Lancia Y, eh bien ça se passe à l'arrière du côté gauche, vous le voyez. Et quand on ouvre la trappe, eh bien il y a les connecteurs habituels. Celui qu'on va utiliser le plus souvent, la recharge du quotidien, le connecteur de type 2 est directement accessible, il n'y a pas de petit cache à retirer. Et ça c'est bien pratique. Connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué de 7 kW de série, 11 en option, ça aussi c'est un petit peu mesquin. Cela dit, en termes de vitesse de recharge, comme on n'a pas une très grosse batterie, finalement on aura des temps qui sont tout à fait acceptables. Comptez 5 heures 4 précisément dans les meilleures conditions pour une recharge avec le chargeur embarqué de 11 kW en option. Ce sera 7h30, soit une journée de travail, une nuit de sommeil, ce qui reste donc acceptable avec le chargeur de série de 7 kW. Vous pouvez bien sûr recharger également sur le courant continu quand vous faites un très long trajet qui va dépasser l'autonomie sur une seule charge de cette voiture. Dans ce cas-là, il y a un petit cache à retirer. Vous retirez le petit cache et vous avez accès au combo CCS, c'est-à-dire le gros connecteur qui va reprendre les deux, le type 2 et les 2 pins supplémentaires en partie inférieure. Là, vous avez une puissance acceptée de 100 kW. C'est pas énorme non plus, mais de nouveau, compte tenu de la relativement faible capacité de la batterie, c'est pas énorme, hein, 48,1 kWh utile, on a un temps de recharge qui est tout à fait acceptable. Vous passerez de 20 à 80% en 24 minutes dans les meilleures conditions, et ça aussi, c'est plutôt pas mal. Dans la suite de cet essai, je vous livre toutes mes impressions sur la route après une semaine au volant de cette voiture. Je vous fais découvrir également le tableau de bord de cette Lancia Y. Je tenterai de prendre place à l'arrière, mais attention, alerte spoil, je vais plutôt confier cette mission à Zoé et son 1m78 parce qu'avec mon 1m90, ça va être un petit peu compliqué. Tout à l'arrière, dans le coffre, il y a par contre un volume de chargement qui est loin d'être ridicule, en tout cas pour une voiture de cette taille. On a 309 litres disponibles. 309 litres, c'est tout à fait correct. L'ouverture, elle est manuelle. Franchement, sur une citadine, même premium, on n'attend pas forcément une ouverture électrique. Alors au niveau des aspects pratiques par contre, c'est assez limité. On a une banquette arrière qui est fractionnable 60-40. On a un petit crochet pour un sac de course éventuellement ici, hein, pour éviter que tout se promène dans le coffre. Ça c'est pratique. C'est à peu près tout. Pas de prise 12 volts, pas d'accessoires supplémentaires, d'alcôve, etc. Rien de tout ça, non. Un coffre qui est assez profond. Le plancher du coffre, il est plutôt bas par rapport au seuil de chargement. Donc ça c'est un petit peu dommage peut-être quand il s'agit de retirer des packs de bouteilles d'eau par exemple. Et sous le plancher du coffre, eh bien, on a un espace de rangement pour quelques accessoires, mais ce n'est pas franchement un espace utilisable. Et puis on l'a vu, hein, à l'avant, sous le capot, il n'y a pas non plus d'espace utilisable, pas de frunk, pas de coffre avant pour augmenter le volume de chargement de cette voiture. Mais avec 309 litres de volume disponible, on est plutôt dans une bonne moyenne. À l'arrière de cette voiture, autant vous le dire, pas de surprise, hein, comme dans la i208, on n'est pas dans un hall de gare. Alors ce qui est un petit peu gênant pour les personnes qui vont devoir transporter des jeunes enfants sur des sièges auto, c'est que l'ouverture ici, elle n'est pas très importante. On aurait aimé pouvoir ouvrir la portière arrière de quelques degrés supplémentaires pour faciliter l'accès ici à l'arrière de cette voiture. Ce n'est pas le cas malheureusement. Alors au niveau de la place disponible, voilà, je suis installé, mais c'était au prix de quelques contorsions. Je suis parvenu à m'installer. Alors il y a de la place pour mettre les pieds. Par contre, il n'y a pas beaucoup de place avec le siège avant qui est réglé comme pour moi et mon 1m90 entre le siège et la banquette, et donc j'ai les jambes en canard avec les genoux de part et d'autre du siège avant, ce qui est loin d'être confortable. Et encore là, la portière n'est pas fermée, sinon vous imaginez la place disponible, ça va être vraiment très réduit. Alors vous me direz 1m90 devant et derrière, ça va pas vous arriver tout le temps. Je vais demander maintenant à Zoé et son 1m78 de s'installer au volant. 1m78 devant et 1m90 derrière. Est-ce que ça fonctionne?
Alors là, c'est beaucoup mieux évidemment. Je peux passer les jambes, ça passe tout juste avec 1,78 m devant, ça passe tout juste 1,90 m à l'arrière. Là, j'ai plus de place. Bon, j'ai les genoux qui sont assez hauts en raison de la présence du pack de batterie sous le plancher ici à l'arrière. Mais franchement, globalement, voilà, j'ai quand même plus de place. Alors, en hauteur, c'est pas foufou, mais ça passe. Les accoudoirs, les appuis-têtes arrière, on peut les relever. Donc là, ça passe également. Voilà, je ne traverserai pas la France comme ça, mais c'est tout à fait acceptable. Et vous le voyez, avec 1,78 m devant, on a une place à l'arrière qui est tout à fait correcte. Tout le monde ne mesure pas, évidemment, 1,90 m. Comme ça, vous avez une petite idée de ce que ça peut donner. En termes d'équipement, on a des poches aumônières ici à l'arrière des sièges avant, des deux sièges avant. Et puis, à l'arrière de la console centrale, eh bien, on a deux prises USB-C. Une par place principale à l'arrière. On a malheureusement un gros tunnel central puisqu'on est sur une plateforme multi-énergie, donc on n'a pas un plancher plat. C'est un petit peu tristoun. Pour ce qui est de la place centrale ici à l'arrière, pas d'accoudoir central. Voilà, c'est quand même le strict minimum ici à l'arrière, mais pour peu que vous ne soyez pas très très grand, ça passera sans problème. Bienvenue à bord de cette Citroën, Peugeot, Jeep, non, Lancia Y. C'est vrai que si on se focalise ne fût-ce que sur le sélecteur de vitesse, largement rentabilisé pour le coup, puisque c'est le même dans toutes les marques du groupe, on ne sait plus trop dans quelle voiture on se trouve en matière de premium, d'exclusivité. On repassera. Concernant les matériaux, il y a là aussi à boire et à manger avec de belles choses, comme ces surfaces moussées sur les portières, une certaine recherche en partie centrale de la planche de bord, et puis évidemment des sièges au look délicieusement rétro. Mais d'un autre côté, il y a aussi des plastiques indignes d'une voiture qui veut offrir à bord une expérience, je cite, d'élégance intemporelle. Trop de plastique brillant entre les sièges, trop de plastique dur sur le haut de la planche de bord, sur le bas de la planche de bord, sur une grande partie des portières également, et sur la console centrale aussi, des plastiques peu valorisants. Et ça, c'est un petit peu dommage. On notera la présence d'une petite tablette appelée Tavolino, tablette en plastique biosourcé, tout un programme. Une tablette qui s'est avérée finalement bien pratique à l'usage durant cette semaine. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Est-ce qu'il vous séduit? Est-ce qu'il est digne, selon vous, d'une Lancia qui se veut premium? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Avant d'aller faire un tour dans un instant dans le système d'infodivertissement dont je vous détaillerai le contenu et le fonctionnement, et bien place à la description complète du tableau de bord de cette voiture. On va démarrer comme à chaque fois avec la portière conducteur, en partie haute, rien du tout. En partie intermédiaire, sous la poignée d'ouverture, les vitres et rétroviseurs électriques. On a également la petite sécurité pour les vitres à l'arrière. En partie basse, le vide-poche, pas très grand d'ailleurs. Sur le tableau de bord, à gauche du volant, le réglage de l'assiette des phares. Le volant est à réglage manuel. À gauche, on va retrouver les aides à la conduite. Et à droite, le volume, les commandes audio, le téléphone et la commande vocale. Derrière le volant, les commodos, avec à gauche les clignotants, l'appel de phare et à l'extrémité, la personnalisation de l'affichage dans l'écran instrument. Et puis à droite, on retrouve les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. Et à l'extrémité, le basculement entre la consommation instantanée, le trajet 1 et le trajet 2. Ensuite, l'écran instrument d'une diagonale de 10,25 pouces. Alors, petite démonstration justement de sa personnalisation à cet écran instrument. Ça va se passer donc avec d'une part les deux extrémités des commodos et puis d'autre part les menus également. On va commencer par les menus. Si j'appuie n'importe où, je vais attendre quelques secondes et là, je vais pouvoir me retrouver dans l'univers de personnalisation. Voilà, personnalisation de l'écran tactile, ça se passe ici et je vais pouvoir rajouter des pages, modifier le sens des widgets, retirer, rajouter des widgets, etc. pour me concocter mon tableau de bord qui ne ressemblera pas à celui de mon voisin. Idem avec l'affichage du côté conducteur. Je vais pouvoir également personnaliser, vous le voyez, les écrans qui passent, qui défilent ici sur l'écran instrument. Voilà. Du coup, au quotidien, une fois que vous aurez personnaliser tout ça, eh bien vous pourrez naviguer entre les différentes pages via l'extrémité du commodo de gauche. On a ici la navigation, on a ici les aides à la conduite, on a ici un écran vide, on a ici les consommations instantanées trajet 1 et trajet 2. Et puis on a ici la batterie avec les phénomènes de recharge, etc. Où que vous soyez dans les écrans, si vous voulez appeler trajet 1, trajet 2 et consommation instantanée, ça se passe via le commodo de droite. Voilà, consommation instantanée, trajet 1 et trajet 2. Et au bout de quelques secondes, tout ça va s'effacer. Donc je trouve qu'en termes de personnalisation de contenu, tant pour l'écran instrument que pour l'écran d'infodivertissement, eh bien c'est plutôt pas mal.
Pas d'affichage tête haute dans cette voiture. En haut du tableau de bord, l'écran central d'infodivertissement de 10,25 pouces de diagonale lui aussi. On va y revenir dans un instant. Sous cet écran, 2 buses de ventilation et juste en dessous, une ligne de commande physique comprenant de gauche à droite le frein de parking, le bouton rotatif de réglage du volume et la fonction mute avec un appui, le réglage de la température, le désembuage à l'avant et à l'arrière, le menu ventilation, le recyclage d'air intérieur, l'activation de la climatisation à sa puissance maximale, le bouton d'extinction du système de ventilation et la puissance de la ventilation. Plus bas donc, le tavolino, la petite tablette avec en partie arrière la zone de recharge par induction sur cette finition et en partie avant un petit vide-poche. On descend plus bas et là on retrouve un vide-poche, un de plus, avec fond antidérapant, assez vaste d'ailleurs, qui va comprendre une prise USB-C à gauche et une prise 12 volts à droite. Plus en arrière, à gauche, le sélecteur de vitesse et le bouton de démarrage. Et puis à droite, le sélecteur de mode de conduite. On reviendra sur les modes de conduite dans un instant sur la route. Ensuite, les 2 porte-gobelets et enfin la coudoir centrale qui renferme un petit espace de rangement amovible qui pourra accueillir votre monnaie par exemple. La boîte à gants, enfin, elle est plutôt étroite mais assez profonde. On va tout de suite s'intéresser au système d'infodivertissement. Le système d'infodivertissement avec ses possibilités de personnalisation, on vient de voir ça il y a un instant. Alors on a la page un petit peu par défaut, qui est la page domicile, maison. C'est ici que vous allez vous retrouver systématiquement. Ensuite, on a d'autres pages et on l'a vu, on peut les personnaliser entièrement. Alors, si on veut obtenir, et ça c'est le petit truc qu'on m'a appris, je ne le connaissais pas, si on veut obtenir directement le menu application, 3 petits doigts sur l'écran, bam, et on a directement le menu application où qu'on soit, sauf quand on est avec Apple CarPlay ou Android Auto affiché. Là, ça ne fonctionne pas. Il faudra passer d'abord par le menu ici et ensuite mettre les 3 doigts pour obtenir ceci. C'est assez pratique. Connaissiez-vous ce petit raccourci? Personnellement, je ne le connaissais pas. Alors, les aides à la conduite qui sont ici directement disponibles, elles le sont ici également. Vous allez pouvoir placer celles que vous voulez dans raccourci. C'est vraiment pas mal. On va revenir ici. Hop, 3 doigts. Ensuite, on a l'aide, donc le manuel, la climatisation qu'on peut obtenir via les boutons physiques, date, heure, énergie, la commande vocale et ça là, les médias, le mirror screen, donc Apple CarPlay ou Android Auto, navigation, paramètres, siège et téléphone. Alors, la navigation, justement, on va y aller. Navigation via TomTom. Et on va faire un petit séjour à Marseille, ça fait plaisir, évidemment. Voilà, Marseille, je l'avais déjà encodé. Allez. Et la déception, on n'a pas de vrai planificateur d'itinéraire dans cette voiture. Donc on a bien la navigation connectée par rapport au trajet, c'est-à-dire aux embouteillages, etc. Donc ça fonctionne. Mais malheureusement, on n'a pas de vrai planificateur. Donc ce que la voiture va me dire, c'est que d'une part, on aura des routes à péage, mais d'autre part, voilà, c'est qu'on pour atteindre la destination, il va falloir rechercher une station de recharge sur le chemin. Oui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle va me proposer? Elle va me proposer les bornes de recharge les plus proches. Destination à 20h58. Merci mademoiselle. Les bornes de recharge les plus proches, mais après c'est tire ton plan et donc il faudra systématiquement, voilà, ici on arrivera à batterie vide et il faudra systématiquement relancer une recherche de bornes dans la zone dans laquelle on va se trouver pour trouver la borne la plus proche. On n'a pas donc de vrai planificateur qui pourrait prendre en charge tout l'itinéraire et programmer une recharge, plusieurs recharges sur l'ensemble de l'itinéraire pour atteindre la destination. Et ça c'est un petit peu dommage. Voilà, on va arrêter du coup la navigation. On revient ici, donc on l'a dit, menu avec les différentes pages. Ici accessible toujours des petites infos en partie supérieure, connectivité à droite et ici la température et le fait que la climatisation soit éteinte là actuellement. Ici on l'a dit, les aides à la conduite avec des petits tutos disponibles également, les feux clignotants et le verrouillage centralisé. Toujours revenir ici, voilà. Vous voyez, c'est assez réactif, il y a quelques petites lenteurs de temps en temps, mais très honnêtement, franchement, pour une utilisation au quotidien, j'ai pas eu beaucoup de soucis. Et quand on a Apple CarPlay qui occupe tout l'écran, ça fonctionne bien là aussi. J'ai pas d'Apple CarPlay qui se sont coupés durant cette semaine. Ça s'est chaque fois affiché sans fil et j'ai pas eu de bug particulier durant cette semaine d'essai. C'est à signaler également. Voilà pour la description du système d'infodivertissement dans cette voiture. Tout de suite, on va filer sur la route.
Pour démarrer avec cette Lancia Ypsilon, pied sur le frein, vous appuyez une petite seconde sur le bouton de démarrage et vous pouvez vous élancer. Alors comme je le disais dans ma vidéo premier trajet, le dynamisme est vraiment au rendez-vous, même en mode de conduite normale. On détaillera d'ailleurs les modes de conduite dans un instant. Tout ça est donc très agréable. Le confort est également au rendez-vous et l'insonorisation fait bien son travail. Voilà qui démarre plutôt bien. En plus d'être beaux, les sièges en velours rouille au look so 70s, eh bien ils sont vraiment très confortables, ils sont en option. Dans cette voiture d'essai, le siège conducteur est réglable électriquement, ça aussi c'est une option, tout comme le réglage lombaire électrique. Le siège conducteur est massant également, et là on est toujours dans les options. Bref, on est gâté, mais pas forcément de série. Mon seul petit regret en fait par rapport au siège, c'est qu'il ne soit pas possible de relever l'avant de l'assise pour un ajustement parfait pour les conducteurs qui sont plus grands et dont je fais partie évidemment. Les aides à la conduite disponibles dans cette voiture sont très convaincantes, en plus du maintien au centre de la voie de circulation qui est disponible en option sur cette finition Helix et qui autorise donc la conduite assistée de niveau 2. Eh bien, on a aussi droit à l'alerte active de franchissement de ligne, le régulateur de vitesse adaptatif qui est bien calibré d'ailleurs, très intuitif, et puis aussi entre autres le système de freinage automatique, l'alerte d'angle mort, l'alerte d'attention du conducteur et la reconnaissance des panneaux routiers. Qu'en est-il de la possibilité de désactiver facilement tous ces bips, toutes ces petites alertes en tout genre que l'Europe nous impose, notamment l'alerte de franchissement de la vitesse maximale autorisée et l'alerte de modification de la vitesse maximale autorisée. Alors ça se passe via le bouton voiture, vous ajouterez les fonctions que vous souhaitez directement ici au raccourci pour que ce soit directement accessible. On l'a vu tout à l'heure, on peut le faire également pour l'appel de la caméra panoramique. Notez que l'alerte de la modification de la vitesse maximale autorisée, si vous la supprimez, elle ne reviendra pas au trajet suivant, ce qui n'est pas le cas par contre de l'alerte de dépassement de vitesse maximale autorisée qui elle revient systématiquement au démarrage suivant puisque c'est une obligation européenne. Donc si vous voulez la faire taire, voilà, un petit point ici, hop, et on revient sur le menu principal. C'est assez simple, même si la solution que je préfère reste une solution sur le volant, histoire de ne pas devoir lâcher le volant pendant la conduite. Par rapport à ses cousines, les voies ont été élargies de 2,4 cm sur l'Ypsilon pour une meilleure tenue de route, un meilleur comportement. Et c'est vrai, sur la route, le comportement, il est à la hauteur des attentes, encore affiné par rapport à celui d'une Peugeot i208, qui est pourtant déjà très convaincant. Avec les 156 chevaux disponibles en mode sport, cette Ypsilon, elle est vraiment dynamique à souhait, très plaisante à conduire, et ce malgré les près de 1600 kg sur la balance. Un vrai travail a donc été réalisé au niveau de la direction, des suspensions, qui proposent des réactions qui sont plus directes sur cette Ypsilon, plus dynamiques par rapport à ses cousines qui partagent la même base technique, et franchement ça se ressent. Les modes de conduite, 3 donc sont disponibles, classiques, hein, éco, normal et sport. Normal, des modes de conduite d'ailleurs qui sont bien différenciés, normal pour le quotidien avec déjà un beau dynamisme, sport pour s'amuser, et puis éco pour aller plus loin sur une seule charge, en ville ou sur nationale à vitesse stabilisée par exemple, il fera parfaitement l'affaire. Globalement, en matière d'insonorisation, cette Ypsilon, elle n'a rien à envier à la concurrence. Alors évidemment, on n'a pas le confort acoustique d'une Mercedes EQS, hein, évidemment, ça reste une citadine. Les bruits de roulement et les bruits aérodynamiques, franchement, ils sont très bien filtrés. En ville, c'est très silencieux, et puis sur voie rapide, elle fera partie des meilleures de sa catégorie. Sur ce point, pour le coup, bah là, on a un vrai petit côté premium. Vous souhaitez tracter une charge avec votre Ypsilon électrique? Comme sur une i208 malheureusement, ce ne sera pas possible. Le diamètre de braquage revendiqué par cette voiture, c'est 10,31 mètres, soyons précis. Alors, dans la pratique, elle remplit son rôle de citadine, elle se révèle plutôt maniable au quotidien, et certainement en combinaison avec le système de caméra à 360 degrés. Là, franchement, vous ne devrez avoir aucun mal à circuler en ville ou plus globalement dans les espaces exigus, comme les parkings par exemple. Déception sur le plan du freinage. Non pas que cette voiture ne freine pas, vous avez certainement vu la vidéo premier trajet et dans cette vidéo, eh bien, on voit qu'elle freine plutôt fort. Non, le souci, il vient vraiment du mode B qui est censé offrir un freinage plus mordant, B comme brake. Et dans l'idéal, pour une citadine, eh bien, ça doit aller jusqu'à l'arrêt complet pour pouvoir se passer complètement de la pédale de gauche et de profiter d'une vraie conduite à une pédale. En milieu urbain, c'est franchement hyper pratique. Malheureusement, dans les faits, il n'en est rien. Le mode B, il propose un ralentissement qui est à peine plus important que le mode D, au lever de pied de l'accélérateur. Et en plus, il ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Alors, autant vous dire que la pédale de frein, vous allez y avoir recours toujours de manière très régulière. Se passer, ça va être complètement impossible, même avec beaucoup d'anticipation. Et c'est dommage.
Pas d'éclairage matriciel sur cette citadine chic, mais bien des phares à l'éclairage qui est très convaincant. Ils sont à allumage automatique et à basculement automatique entre feu de route et feu de croisement. Franchement, pas de mauvaise interprétation de l'environnement de la voiture cette semaine, pas d'appel de phare réprobateur de ceux qui viendraient en face et qui seraient éblouis. Non, ça a fonctionné correctement, on règle une bonne fois pour toutes, la voiture gère tout toute seule, c'est parfait. L'autonomie théorique de cette voiture sur une seule charge, 397 km en cycle mixte, norme WLTP, avec cette finition Helix, la finition de cette voiture d'essai. Alors, j'ai opté la plupart du temps cette semaine pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière un petit peu plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre 20 et 30 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble du test, j'ai parcouru aux alentours de 500 km et je suis arrivé à une moyenne de près de 16 kWh au 100, avec donc 70% de mes parcours sur autoroute. Et avec chaque fois, chaque jour, au moins 2 fois 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien, selon mes conditions de circulation, donc autoroute à 70% et les conditions météo plutôt favorables de cette semaine, je vais donc pouvoir parcourir aux alentours de 300 km réels sur une seule charge, ce qui est un très bon résultat, avec des températures sensiblement plus fraîches. La i208 motorise à elle 250 km dans les mêmes conditions. Me voici de retour à l'extérieur pour vous parler du prix de cette nouvelle Lancia Ypsilon en Belgique et en France, pas encore en Suisse malheureusement, parce que la voiture n'y est pas encore disponible. En Belgique, ce sera pour la finition de base au minimum 34 500 €, comptez 2 000 € de plus pour vous offrir, hors option toujours évidemment, cette version intermédiaire, cette finition Helix, et puis ce sera 3 000 € de plus encore, soit 39 500 € pour la finition supérieure, Edizione Limitata Cassina. J'espère que je l'ai bien prononcé, évidemment. Dans l'Hexagone, ce sera 34 800 € en entrée de gamme, 37 800 pour ce milieu de gamme Helix et 39 500 pour la version haut de gamme. En Suisse, donc, pas encore de Lancia Ypsilon. Elle n'est pas attendue là-bas avant l'année prochaine. Patience donc. Concernant les options, on regrettera que la pompe à chaleur et le chargeur embarqué de 11 kW soient proposés en option. Sur ce modèle d'essai, qui est une finition donc intermédiaire Helix, on a en plus la peinture bicolore, le pack exclusif avec l'accès main libre, le siège conducteur électrique et l'intérieur Ruggine, le Sala Pro avec navigation connectée, le ADAS 2 qui va permettre la conduite assistée de niveau 2 avec le maintien dans la voie de circulation, la pompe à chaleur, la recharge 11 kW et les tapis de sol en velours. Total de la facture en Belgique, 41 550 €. Ça commence à piquer un petit peu quand même. Rendez-vous sur le site internet de Lancia qui correspond à votre pays. Configurez votre Ypsilon idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, c'est le leasing opérationnel, le leasing tout compris, avec une grande facilité de gestion puisque tout est compris, et aussi la déductibilité qui l'accompagne. Pour les particuliers, pas de déductibilité évidemment, mais la même facilité de gestion avec la même mensualité à payer du premier au dernier mois qui comprend la mise à disposition de la voiture et tout le reste, c'est-à-dire l'assurance, le remplacement des pneus, le passage à l'entretien, les taxes, etc., etc. Vous n'avez pas à vous soucier de devoir dépenser plus d'argent certains mois parce qu'il faut, par exemple, remplacer les pneus ou passer la voiture à l'entretien. Tout ça est compris dans la formule de private lease, de location longue durée pour les particuliers. Donc pour toutes ces bonnes raisons et pour plein d'autres aussi, notamment la valeur de revente à la fin du contrat, bien malin aujourd'hui, est celui qui sait combien vaudra cette voiture dans 3 ans, 4 ans, 5 ans avec une formule de private lease ou de leasing opérationnel. Eh bien, ce n'est pas vous qui prenez le risque, c'est la société de leasing. Vous, à la fin, vous rendez la voiture et les clés et vous n'avez à vous soucier de rien. Demandez une offre, ça ne coûte rien. Rendez-vous sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite? Dans ce cas-là, rendez-vous sur le site internet de notre partenaire, c'est Autoscout24. Autoscout24, c'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Et sur Autoscout24 actuellement, plus de 100 000 voitures vous attendent. Et quand je dis vous attendent, c'est vraiment le cas puisqu'elles sont disponibles immédiatement. Alors des voitures d'occasion, bien sûr, des véhicules très récents, des véhicules neufs aussi. Et parmi tous ces véhicules, bien sûr, de l'essence et du diesel, il y en a encore beaucoup.
mais également des véhicules électrifiés. Et ça, il y en a de plus en plus. Rendez-vous donc sur Autoscoot 24, sur la plateforme ou sur l'application Autoscoot 24 qui va vous permettre tout simplement au creux de la main de faire votre recherche aussi facilement qu'avec un ordinateur, et dans le creux de votre main sur votre smartphone, vous aurez à disposition dans les résultats toutes les voitures qui correspondent aux critères que vous aurez rentrés. Vous pourrez également sur Autoscoot 24 faire reprendre votre véhicule actuel, vous rentrez ces caractéristiques sur la plateforme et vous recevrez en retour une offre de reprise pour votre véhicule actuel. Bref, vous allez pouvoir tout faire sur Autoscoot 24, faire reprendre votre véhicule actuel si vous le souhaitez et peut-être trouver votre prochain véhicule disponible immédiatement. Surfez donc sur autoscoot24.be pour la Belgique, autoscoot24.fr pour la France. En conclusion, si vous aimez rouler dans une voiture qui ne ressemble pas à celle de votre voisin, tout en alliant confort et plaisir au volant, cette nouvelle Lancia Ypsilon pourrait bien retenir votre attention. Sa ligne est originale, même si l'ombre de ses cousines de chez Peugeot et de chez Opel plane tout de même sur la ligne de cette voiture. À l'intérieur, c'est un peu la même chose, de la singularité avec ses sièges très originaux par exemple, mais c'est une option, je le rappelle. Aussi une forte appartenance à la galaxie Stellantis qui n'aide pas quand il s'agit de proposer une vraie personnalité Lancia. Sur la route, le plaisir est donc bien au rendez-vous, mais malheureusement, l'absence de conduite à une pédale est un petit peu triste pour une citadine. On se consolera donc avec Apple CarPlay et Android Auto qui fonctionnent sans fil. Pour moi, le vrai bémol dans cette voiture, c'est son appartenance à la galaxie Stellantis qui se voit un peu trop, qui l'empêche d'afficher à l'intérieur une vraie personnalité à cause de tous ces éléments qu'on va retrouver sur d'autres voitures du groupe, et puis ces plastiques durs, visuellement peu valorisants, qui ne collent pas vraiment avec l'esprit premium revendiqué par la marque. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc la semaine prochaine, l'essai de l'Audi Q6 e-tron, cousin technique du nouveau Porsche Macan. On ira ensuite chez Renault avec un essai que vous attendez avec très grande impatience, l'essai du Renault Scénic e-tech. J'en prendrai le volant là aussi pendant une semaine et vous saurez tout, et je sais que vous êtes très nombreux à attendre ce grand essai électrisant. Chez Mini ensuite, on a essayé le Mini Countryman 100% électrique il n'y a pas si longtemps. Là, ce sera la Mini plus classique, la Mini Cooper, comme on l'appelle maintenant, dans sa version E John Cooper Works. Ensuite, dans les prochaines semaines, encore pas mal d'essais électrisants. On ira chez Xpeng essayer le G9. Alors le G6, son petit frère, sera à l'essai également prochainement. Là, ce sera le grand frère qui, en termes de vitesse de recharge, de puissance de recharge, est absolument phénoménal. On testera ça sur Charging Station. Chez Volkswagen, on a essayé déjà l'ID7. Là, c'est l'ID7 en version Tourer, c'est-à-dire la version break. Il commence à y avoir pas mal de breaks disponibles en 100% électrique, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Plus tard, ça arrive encore cette année, la Polestar 3 qui sera à l'essai sur Charging Station. La Polestar 3 qui va venir compléter la gamme. Il y aura la Polestar 4 également qui suivra pas longtemps après. Chez Citroën, une voiture que je vous avais fait découvrir en statique lors de sa présentation. Là, on l'essayera évidemment pendant une semaine et vous saurez tout. C'est la Citroën IC3, très accessible, cousine technique de la nouvelle Fiat Grande Panda. On retournera chez Mercedes avec le Mercedes classe G en version 100% électrique et son fameux tour sur place grâce à ses moteurs qui sont disposés dans ses roues. Pour tous ces essais, pour ne rien manquer et surtout pour être prévenu dès qu'ils sont en ligne, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas d'activer, c'est important, la clochette des notifications histoire d'être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité à Charging Station. Je vous rappelle le concours qui vous permet de remporter non pas un mais 2 iPhone 15. Le concours, il est toujours actif jusqu'à la fin du mois d'août. Ça se passe là aussi sur Charging Station. N'hésitez pas à participer en allant visionner la petite vidéo. Je vous mets le lien ici. Merci d'être fidèle comme vous l'êtes à Charging Station et à très bientôt.